Après plus de 19 mois de guerre dans la bande de Gaza, l'enclave n'est plus qu'un champ de ruines. Plus de 60% des bâtiments détruits. Le bilan humain est lourd. Plus de 53 000 morts, une majorité de femmes, d'enfants, 120 000 blessés. Un bilan qui s'est encore alourdi aujourd'hui. Nous sommes en direct de Gazaville avec Rami Abou-Jamous. Bonjour Rami. Vous témoignez inlassablement dans les médias de votre quotidien, de celui de votre famille. On peut lire votre histoire dans Gazaville, l'histoire d'un père et d'un fils paru chez Stock. Elie Barnavi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure de la gauche israélienne, historien, diplomate. Merci, ancien diplomate. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Rami, on aimerait déjà savoir, l'aide humanitaire arrive. On a vu des scènes de cohue, on parle de pillage. Comment ça se passe à Gazaville? Est-ce que les boulangeries ont repris du service? Malheureusement, aujourd'hui, les boulangeries, ils ont fermé, ils ont fait un communiqué en disant qu'ils ont fermé leurs portes parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de farine et de fioul pour faire marcher les boulangeries. Et deuxièmement, parce que le système utilisé par les ONG internationales de distribuer du pain, ça n'a pas marché. On a vu l'embouteillage devant les boulangeries, et ce qui a fait beaucoup de problèmes, et surtout pour les boulangeries. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision d'arrêter en attendant d'avoir beaucoup plus d'aide humanitaire qui passe. Et si on parle d'aide humanitaire, oui, il y a à peu près 150 camions qui sont passés, qui sont arrivés. Et puis, bien sûr, il y a eu des pillages. Il y a deux types de pillages. Il y a des pillages parce que les gens, malheureusement, ils ont faim. Donc, ils ont attaqué les camions pour avoir des sacs de farine parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a que de la farine qui passe. Et la farine, c'est le pain et c'est l'aliment essentiel pour les Palestiniens. Il y a d'autres, malheureusement, détournements d'aide humanitaire. Là, c'est pas malheureusement, c'est par des clans armés Oui. qui sont un peu protégés par l'armée israélienne. Et c'est Oui, pour ça Rami que... Abou-Jamous, justement, Jean-Pierre Filiou, qui est un historien français, dit qu'effectivement, il dit qu'Israël soutient, et même, soutient ce crime organisé. Est-ce que vous l'avez constaté? Ouais, oui, parce que déjà, il y a le clan, là, le Yasser Abu Shabab, qui actuellement, il est en train de former une force qu'il appelait force de anti-terrorisme. Et il est en train comme quoi il diffuse des images, il est en train de protéger l'aide humanitaire qui passe. En fait, il est dans une zone où il n'y a que l'armée israélienne. Personne ne peut avoir accès et personne ne peut arriver pour détourner l'aide humanitaire. Mais il dit que je suis en train de protéger l'aide humanitaire alors qu'avant, c'est lui qui détournait ce genre d'aide humanitaire. En Donc même temps, il y a maintenant... Donc vous n'y croyez pas. Restez avec nous, Rami Abou-Jamous. Elie Barnavi, est-ce que vous pensez que c'est effectivement plausible qu'Israël soutienne des gangs organisés à Gaza pour entretenir le chaos? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux militaires. Ce que je sais, c'est que vous avez parlé de guerre. Mais je sais qu'il n'y a plus de guerre là-bas depuis longtemps. Il y a eu une guerre pendant les premiers mois du conflit. Maintenant, c'est un assaut, c'est un massacre à sens unique. Il n'y a pas de guerre, il n'y a plus de résistance du Hamas, terminé. Donc pour vous, c'est vraiment un acharnement, c'est ce que vous diriez? C'est un acharnement qui s'explique à la fois par la... oui, c'est vrai, nous avons sombré dans la soif de vengeance, nous comme société, mais c'est aussi la poursuite d'une campagne qui est politiquement motivée. Netanyahou a besoin de cette guerre, entre guillemets, parce que tant qu'elle est là, il maintient sa coalition intacte. Et puis, il y a dans la frange extrême de sa coalition, il y a un projet politique, ce sont même les seuls qui en ont un, et qui est de s'emparer de l'ensemble du territoire pour en chasser les Palestiniens et y renouveler la colonisation. Et ce constat, vous le faites, mais est-ce que la société israélienne le partage? On voit que c'est compliqué en France. La rabbine Delphine Orwiller, la journaliste Anne Sinclair, l'historien Marc Nobel se sont exprimés. Ils ont de violentes critiques. Est-ce que la société israélienne partage ce que vous voulez dire? Alors là, non. Il y a environ, ça, tous les sondages sont récurrents, il y a 70% d'Israéliens qui veulent que la guerre s'arrête, ils veulent récupérer les otages et ils veulent surtout que Netanyahou s'en aille. Là, les chiffres sont constants. Maintenant, est-ce qu'ils veulent que la guerre s'arrête aussi pour la raison que nous venons d'entendre? C'est plus difficile à décider. Vous savez, les gens sont... D'abord, nous ne voyons pas à la télévision ce que vous voyez.
c'est très aseptisé. Et je pense qu'il y a un filtre, il y a une espèce de... Trop de colère depuis les attentats, les attaques oui, du 7 octobre terroristes. de traumatisme qui se poursuit, une espèce d'insensibilisation de la population à ce qui se passe ailleurs. Et c'est peut-être l'aspect le plus affreux pour nous, enfin pour des gens comme moi, de constater qu'il y a quelque chose de profond dans l'humanité de ce peuple, de mon peuple, qui a été touché. Et nous mettrons du temps à nous remettre, à recommencer à vivre comme nous n'aurions jamais dû cesser vivre, au diapason de la souffrance d'autrui. Rami Abou-Jamous, vous avez dénoncé un génocide sur cette antenne. On voit que le Conseil de l'Europe, le haut-commissaire de l'ONU parle effectivement que tout va dans le sens d'un nettoyage ethnique, d'un génocide. Est-ce que vous attendez que la communauté internationale prenne position plus fortement? Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Est-ce que j'espère et attendre? Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont bouger. J'espère qu'ils vont arrêter ces massacres, ces génocides. Déjà, il y a un changement de discours. C'est déjà bien. Peut-être on dit maintenant, on commence à dire que c'est un génocide. Parfois, on dit il faut que les historiens, c'est eux qui décident. Si on veut que l'historien décide, c'est-à-dire il faut attendre que toute la population palestinienne de Gaza soit morte pour dire aux historiens, oui, à certaines époques, il y avait un génocide. Mais maintenant, l'Europe, la France, le Royaume-Uni, le Canada, ils ont fait un communiqué où ils ont parlé pour la première fois prendre des mesures. Et ça, c'est déjà bien. Mais moi, je sais très bien, c'est que quand on peut, on veut. Quand on veut, on peut. Et ils peuvent faire quelque chose, surtout les Européens. On sait très bien que malheureusement, Netanyahou, c'est l'enfant gâté de Trump. Donc voilà, le papa, il est protégé. Mais même Trump, il en a marre de ce qu'il fait Netanyahou parce que tout le monde a compris, que ce soit nous, les Palestiniens, même les Israéliens eux-mêmes et la communauté internationale, que la guerre, c'est juste des profits personnels pour Netanyahou. La fin de la guerre, c'est la fin de Netanyahou, la fin politique. Et c'est pour ça que là, lui, c'est comme un zombie, il vit avec le sang des gens. Tant qu'il y a le sang qui coule, tant que lui, il est en vie. Mais j'espère vraiment que la communauté internationale se mobilisent. On a vu la population du monde entier qui se sont mobilisés. Maintenant, c'est aux chefs d'État et au gouvernement de faire quelque chose. Et ils peuvent faire quelque chose. On a vu comment ils se sont réagis avec l'Ukraine. Ils peuvent faire la même chose avec la Palestine. On est toujours sous eux. Donc vous espérez qu'il y ait cette prise, effectivement, cette montée en puissance. Elie Barnavi, vous êtes historien sur cette question de génocide, effectivement. Est-ce que c'est important d'avoir les bons mots? Et est-ce que vous pensez que il faut décider maintenant, il faut en parler? Pendant très longtemps, j'étais très réticent à utiliser ce mot parce que pour des raisons, c'est trop long à expliquer ici, à la fois juridiques mais aussi historiques. Et il faut se rendre à l'évidence, il y a des génocidaires au gouvernement d'Israël. Ils le proclament tous les jours. Effectivement, des propos très virulents, il faut éradiquer. Ce n'est pas très compliqué, ils le disent nous-mêmes. Nous voulons tuer tout le monde, nous voulons détruire tout. Ça, ce sont des propos génocidaires. Et l'armée se livre à des actes qui sont, à minima, des actes massifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors oui, génocide, je commence à être, je trouve de plus en plus difficile pour moi-même de résister à l'emploi de ce mot. Et c'est affreux, c'est vraiment affreux parce que ce n'est pas le cas ukrainien. Nous avons été agressés. Il y a eu une riposte qui était justifiée, qui était au début une guerre juste et qui très rapidement est devenue une espèce de tuerie insensée. Et oui, on a dépassé depuis longtemps le seuil de ce qui était permissible, même en se rappelant que nous avons au début réagi à une agression injustifiée et affreuse. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron dit que c'est aux historiens de trancher, mais est-ce que vous pensez que effectivement la France, l'Espagne, les États-Unis doivent prononcer ce mot de génocide pour essayer d'arrêter? Écoutez, il faut surtout s'organiser pour arrêter ça. Quelle que soit la manière dont on baptise cette affaire-là, il est évident qu'il faut arrêter le massacre. Il faut l'arrêter maintenant. Et comment, quelle est la voie selon vous? Donald Trump? En coupant à ce gouvernement les vivres, tout simplement. Donc il n'y a que Donald Trump qui peut peut-être taper du poing sur la table et dire ça suffit? Alors déjà, l'Europe pourrait faire beaucoup. Mais l'Europe a du mal à s'organiser, nous savons tous pourquoi.
c'est une très lourde machine et à l'international, ils ont beaucoup de mal. Ça fait des Là, ça mois et bouge des un mois que peu. je Ils sais. veulent revenir sur cet accord commercial. Alors, oui, il y a ça. L'Europe a de quoi, sinon faire plier Israël, du moins lui faire comprendre que cela suffit. Mais le paradoxe tragique de la situation, c'est que nous en sommes à dépendre d'un personnage comme Trump, avec tout ce qu'il charrie comme incongruité, pour ne pas dire pire. Lui a de quoi arrêter ça tout de suite. Et même à ce moment-là, je me demande, au point où on est Netanyahou, avec cette espèce de fuite en avant suicidaire, est-ce que, même si Trump lui demande d'arrêter, est-ce qu'il pourra le faire, alors qu'il sait très bien que, comme a très bien dit le journaliste palestinien, il sait très bien que le jour où il va arrêter la guerre, Ce sera sa fin. ce sera sa fin. Et donc, on en est là. On l'a laissé aller trop loin. C'est-à-dire, cela fait longtemps qu'il aurait fallu arrêter ce personnage. Vous savez, moi, je dis par manière de plaisanterie que je ne crois pas en Dieu, mais que je crois au diable. Et Netanyahou est l'une des incarnations du diable. Des mots extrêmement forts, hein, Elie Barnavi. Rami Abou-Jamous, on doit malheureusement conclure. Vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à rester jusqu'au bout. Vous espérez la fin de cette guerre? Oui, bien sûr. La justice va régner un jour. Et Netanyahou, il va partir un jour et nous, on va rester. La population palestinienne est là. Moi, quand j'ai fait une référence avec l'Ukraine, c'est pas parce qu'il y avait une agression ou pas, je parle d'occupation. Et l'occupation de la Palestine, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Et les autres guerres n'ont pas commencé par un 7 octobre. La guerre de 2014, 2009, 2019, il n'y avait pas de 7 octobre. Mais je suis sûr qu'un jour, la justice régnera. Comme il y a des gens comme votre invité sur le plateau, on peut vivre en paix avec les Israéliens. Moi, j'ai beaucoup d'amis israéliens, des franco-israéliens et d'israéliens, et on est en contact presque tous les jours, et tout le monde veut la paix. Et on peut faire la paix. On peut avoir deux États, un État palestinien, un État israélien. On a vécu ça dans les années 95 jusqu'au 2000, quand c'était vraiment l'âge d'or de ce processus de paix. Moi, j'y crois à la paix, mais c'est Netanyahou en 98 quand il a pris le pouvoir. Il y a sa fameuse déclaration disant mais je ne vais rien donner aux Palestiniens. Et c'est justement ça, c'est les politiciens qui détruisent nous. Mais nous, en tant que population, on peut vivre en paix. Il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent en Israël. Il y a beaucoup de Palestiniens qui... Oui, merci Rami. Effectivement, merci pour ces mots. Il y a un jour où il va y avoir une paix. Merci à vous pour cet espoir, à vous qui nous parlez depuis Gazaville, donc la paix est possible. Merci Elie Barnavi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Rami, Gazaville, l'histoire d'un père et d'un fils, paru chez Stock. Merci à vous deux.